Salut. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur mes livres préférés de 2025, comme prévu, parce qu'on est le 31 décembre, au moment où je filme ça, et que j'ai beaucoup trop procrastiné. Alors, j'en ai sélectionné 3, parce que je n'ai pas énormément lu cette année. Enfin, techniquement, si, j'ai lu 94 livres sur Goodreads, c'est ce qui s'affiche sur Storygraph aussi. Je vais vous le mettre en bio de cette vidéo. Si vous voulez jamais m'ajouter, ça peut être sympa. Comme ça, je vois vos lectures et je vous juge. J'en ai sélectionné 3, parce que sur les 94, j'ai dû en lire une quinzaine qui sont des romans, et je vais me concentrer uniquement sur les romans. Enfin, je vous laisse le bonus vers la fin. C'est le mec qui fait des suspens et tout. On commence avec La vérité sur l'affaire Harry Kéber, de Joël Dicker. La vérité sur l'affaire Harry Kéber, c'est un thriller, ce que je n'ai pas du tout l'habitude de lire. Honnêtement, je lis majoritairement des classiques, des contemporains, parfois de la fantasy ou du fantastique. Rarement de la science-fiction, ce que j'aimerais beaucoup m'y remettre. D'ailleurs, j'ai acheté plein de livres de science-fiction précisément pour ça. Du coup, La vérité sur l'affaire Harry Kéber, ça parle du meurtre d'une jeune fille qui s'appelle Nola, qui a 15 ans, et dont le corps est retrouvé en 2008, alors que son meurtre date de 1955. Et en fait, elle a juste disparu, donc on ne savait pas du tout qu'elle a été tuée. Et donc là, on se rend compte que tout ça, c'est une histoire d'assassinat. Et le hic, c'est que le corps de Nola est retrouvé dans le jardin d'Harry Kéber. Donc Harry Kéber, c'est un écrivain reconnu et un professeur aussi, et ami de Marcus Goldman, qui est aussi un jeune écrivain qui a écrit son premier livre et qui est à présent qui a un peu le syndrome de la page blanche. Il n'arrive plus à écrire, il ne sait plus quoi faire. Et puis il y a ce truc il a eu un succès énorme, et comment donner quelque chose d'aussi bon après ce succès, c'est assez compliqué pour lui. Et donc il apprend ça, que son ami globalement est dans la merde parce qu'on a retrouvé un corps dans son jardin. Enfin, il y a pas besoin d'épiloguer sur pourquoi c'est dangereux pour lui. Donc il rejoint Harry Kéber qui est arrêté par la police, et il décide de mener son enquête. Et alors, il interroge littéralement tous les habitants de la petite ville là où vit Harry, et c'est incroyable. C'est incroyable parce que en fait, petit à petit, les pièces du puzzle se rassemblent. Petit à petit, tu comprends l'histoire de Nola, tu comprends la complexité derrière cette affaire. C'est exceptionnel. Je lis peu de thrillers, donc je sais pas si mon avis est objectif ou pas, mais j'ai tellement aimé, et honnêtement, en fait, ce que j'aime bien dans ce genre de roman, c'est quand tu ne t'attends pas à qui est le meurtrier. Et là, je peux certifier que je ne m'attendais pas du tout à savoir qui a tué Nola. Je ne m'y attendais pas, vraiment pas. Et le livre est tellement bien fait pour ça. Genre, vraiment, c'est tellement bien fait. Et au-delà de ça, un autre point que j'aimerais soulever, c'est... donc, comme je l'ai dit, Marcus est un écrivain, Harry aussi. Et Harry est un peu le mentor de Marcus. Il lui a appris beaucoup de choses sur l'écriture. Et en fait, tout au long de l'histoire, on est entrecoupé par des petites entrevues des petites discussions, des dialogues entre Marcus et Harry, qui ont lieu bien avant ça, donc bien avant les faits, avant que Harry soit arrêté, etc. Et c'est des discussions toujours qui tournent autour du thème de l'écriture, du fait d'être écrivain. J'ai trouvé ça super intéressant, ce que c'est d'être un écrivain, ce que font les écrivains, ce que ressentent les écrivains, comment on écrit. Et j'ai trouvé ça fascinant parce qu'en tant qu'écrivain, je me suis beaucoup reconnu dans leurs mots. C'est des conseils, des dialogues, c'est exceptionnel. Vraiment. Ce livre, il est vraiment bien. Je l'ai beaucoup aimé. Et je sais pas quoi dire d'autre à part qu'il est vraiment bien. Je suis peut-être pas très bon pour le vendre, mais je vous le conseille vivement si vous aimez les thrillers, ou même si vous n'aimez pas ça, parce qu'il me semble que c'est pas du tout un livre, c'est pas du tout un livre réservé aux fans de thriller. C'est pas difficile à suivre, c'est assez accessible. Et moi, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'en lire, j'ai su me plonger dans l'histoire, j'ai su adorer les personnages, adorer la backstory de tous ces personnages, et c'était vraiment bien. Et honnêtement, un super roman policier, vraiment. Deuxième place, on a Les Dragons de Jérôme Collin. Que j'ai en main et qui fait partie de mes livres préférés à présent. Enfin, pour faire simple, j'ai une bibliothèque spécialement dédiée à tous les livres que j'ai particulièrement appréciés.
Et donc j'irai pas jusqu'à dire qu'il est dans mon top 10 ever. Par contre, le prochain, oui. Mais par contre, il m'a tellement touché que il mérite sa place dans cette bibliothèque, d'accord. Et à partir du moment où un livre mérite sa place dans une bibliothèque, enfin dans ma bibliothèque réservée à mes 5 étoiles, et donc les livres qui m'ont bouleversé, c'est que vraiment, vraiment, il le mérite. Et donc, Les Dragons, ça parle d'un jeune homme qui s'appelle Jérôme, qui a 15 ans, et qui est hospitalisé contre son gré dans une clinique pour adolescents en psychiatrie. Là-bas, il rencontre Colette, qui est une jeune fille qui nous transcende. Un personnage auquel, enfin, je sais même pas décrire avec des mots à quel point ce personnage, il te touche au fond de toi. Donc c'est une jeune fille qui a des tendances suicidaires, qui a fait plusieurs tentatives, qui veut qui se fait régulièrement du mal, qui a les bras balafrés, qui souffre profondément, et tu souffres avec elle en fait, hein. Tu te rends compte avec elle à quel point elle souffre. Et pour quelqu'un comme moi qui a beaucoup côtoyé la psychiatrie et qui la côtoie toujours, c'est assez touchant. Et donc dans ce livre, on a la notion de chronifié. Qu'est-ce qu'un chronifié? Eh bien, un chronifié, selon le livre, évidemment, c'est pas un terme officiel, c'est une personne, un jeune, qui n'arrive pas à vivre en dehors des hôpitaux psychiatriques. C'est-à-dire qu'il il fait 2 pas dehors, il y retourne le lendemain, pour caricaturer un peu. Quelqu'un qui n'arrive pas à s'adapter au monde extérieur, quelqu'un qui n'arrive pas à s'intégrer. Et en fait, je me suis rendu compte que cette définition m'avait touché en plein cœur parce que je suis synchronifié. Pour mes amis, pour mes proches, pour les personnes qui me suivent sur Instagram, vous savez très bien que je fais régulièrement des hospitalisations. J'en suis à une quinzaine, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. À voir si vous avez envie de déprimer un peu et de philosopher aussi sur ce qu'est la souffrance et pourquoi j'en ai besoin. Je suis un chronifié et j'espère ne plus être un jour, mais cette notion de chronifié, de pouvoir ne pas pouvoir vivre normalement en dehors des hôpitaux, ça m'a bouleversé. Je me suis dit putain, mais je me sens vu. Je me suis dit mais ça c'est moi. Et cette Colette, cette jeune fille, je me sens reconnu en elle. J'ai de l'empathie envers elle. Et donc son histoire, tu la suis. En fait, au final, on connaît très peu de choses sur cette fille. On sait juste ce que Jérôme nous laisse entrevoir. C'est-à-dire que Jérôme, il rencontre Colette, ils tissent un lien ensemble. Globalement, tu connais pas grand-chose de son passé, tu ne sais pas ce par quoi elle est passée, tu sais juste qu'elle a fait beaucoup de tentatives et que c'est une personne qui se fait beaucoup, beaucoup de mal. Elle est attachante. Même si on connaît rien sur elle, elle est attachante. Et je veux pas spoiler la fin du livre, mais ce livre est bouleversant. Et je considère que pour quelqu'un qui a été en psychiatrie, il le sera, mais il le sera aussi pour quelqu'un qui n'a jamais connu ça. Honnêtement, vraiment, c'est le genre de livre qui fait pleurer. Moi, il m'a pas fait pleurer, il me semble. Je pleure rarement en lisant. Franchement, pour pleurer pendant une lecture, il faut vraiment que le livre soit terriblement triste ou touchant, qui me bouleverse parce qu'il touche des sujets qui me concernent. Mais voilà, j'ai sûrement pas pleuré, mais c'est le genre de livre qui fait pleurer, c'est le genre de livre qui te fait réfléchir, c'est le genre de livre qui te bouleverse en plein cœur et qui te touche et où tu te dis bordel, mais la vie, elle est tellement dure et puis elle est tellement belle et puis elle est tellement triste. Et c'est ça, les dragons, comme dit sur le résumé, ces enfants détruits par leur famille, l'école ou l'époque. Évidemment, il n'y a pas que Colette. Bien sûr, c'est un centre, donc il y a d'autres jeunes. Et là, par contre, on apprend plus de choses sur ces jeunes. On apprend plutôt leur passé. On n'en parle pas énormément, encore une fois, mais on en apprend un peu sur leur passé. Et c'est bouleversant parce que ce genre de personnes qui sont décrites dans ce livre, je les ai rencontrées, moi, dans la vraie vie. J'en ai rencontré plein. Et les personnes qu'on rencontre en psychiatrie sont exceptionnelles, je trouve. C'est des gens qui sortent de l'ordinaire, alors qu'ils souffrent, évidemment, mais qui sortent de l'ordinaire parce que j'en ai croisé qui étaient des personnes exceptionnelles, qui ont eu des vécus uniques, qui ont souffert, mais qui ont une gentillesse, une empathie infinie en eux. Et c'est ce que j'ai retrouvé dans ce livre. Et donc, en tant que concerné, je me suis senti compris, je me suis senti vu, je me suis senti aimé aussi quelque part, parce que ces jeunes, avec toutes leurs déchirures, toutes leurs blessures, ils sont aimés et ils s'aiment, et c'est ça qui est beau. Première position, on a
Les coquelicots de Nejma. Ce livre. Ah bordel, lui, il a rejoint mon top 10, enfin je sais pas en quelle position je le mettrais, enfin top 10, je sais pas, mais en gros j'ai une liste de livres qui dépasse tout à mes yeux, qui vraiment me bouleverse, que je pourrais relire et relire et relire et relire. Les coquelicots en fait partie. Donc les coquelicots, ça parle d'une jeune fille qui vit en Algérie, il me semble, ou en Tunisie. Ouais, d'Alger à Tunis. Donc elle fait des voyages d'Algérie à Tunisie. Et ce livre, il parle de sexualité, il parle de liberté, il parle de religion, il parle de spiritualité, il parle d'amour, il parle de prostitution puisque la personne, le personnage principal qu'on suit est une prostituée et c'est ça qui est fascinant, c'est qu'elle a une vie tellement complexe, qu'elle rencontre tellement d'hommes différents que tu voyages avec elle, tu rencontres ces hommes avec elle. Et ce livre, en fait, si je l'ai tellement aimé, c'est même pas à cause des thèmes qu'il aborde, c'est même pas parce qu'il parle de religion ou quoi, parce qu'il en parle, mais au final, pas énormément non plus. Mais c'est surtout parce qu'il m'a fait voyager. Et moi, je considère que quand un livre te fait voyager, dans le sens où tu ne lis plus, tu vis, je ne lisais plus, je voyais les pages passer, et je ne lisais plus, j'étais loin, j'étais dans un film, je voyais tout. Et c'est ça qui est magnifique. Et c'est ça qui fait que je considère qu'un livre me bouleverse et fait partie de mes livres préférés. C'est quand j'ai ce sentiment, c'est que laisse tomber. Le livre, il est exceptionnel. Vraiment. Et Les Coquelicots, il m'a bouleversé. Il m'a bouleversé ce livre. Et je ne pourrais que le recommander. Par contre, c'est un livre assez cru. Donc, on y parle de prostitution, on y parle de religion, de manière assez brutale. On y parle de sexe, évidemment, de manière assez aussi brutale et crue. On y parle d'amour, on y parle de liberté, d'humanité, de rencontres. Et c'est un livre magnifique. Et je saurais pas vraiment le vendre. Je sais juste que, en fait, vous savez quoi? Je vais vous lire le résumé. Donc, Coquelicot est dévoré par la faim. Faim de liberté, de dignité et de sexe. Mais il n'est pas facile d'être une femme avide d'expérience et de connaissances en territoire musulman. Mâle et trop vite mariée, elle se bat pour s'émanciper. Tant pis si le prix à payer est celui de son corps. La prostitution lui ouvre les yeux sur sa condition et celle de ses tristes contemporains. D'Alger à Tunis, elle va apprendre le métier, rencontrer des hommes et des femmes malades d'amour, ou du manque d'amour, sans distinction de classe et de genre. Les tabous de la sexualité féminine et masculine volent en éclats, un à un. Une sexualité empêchée, quasiment clandestine, qui dit tout sur une société schizophrène, des deux côtés de la Méditerranée. Coquelicot ne tait rien, elle a trop vu, trop enduré, trop fait semblant. Aujourd'hui, elle a encore faim. Voilà. Si je vous ai pas convaincu avec ce magnifique résumé, je ne sais pas quoi faire. Lisez-le, vraiment lisez-le. Comme j'ai dit, il y a une petite surprise puisqu'il y a un bonus. Donc, je vous ai dit que sur les 94 livres, il y avait une minorité de romans, tout simplement parce que j'ai lu une grosse majorité de mangas. Et donc, je voulais pas parler de mangas parce que j'avais envie vraiment de parler plus de romans parce que les mangas, ça touche plus un public plus spécifique. Et c'est un peu, pour moi, il y a une différence entre les mangas et les romans, pas au niveau du niveau de lecture, mais simplement au niveau de ce qu'on transmet là-dedans. C'est un média totalement différent. Mais j'avais envie d'en parler d'un. Home Far Away. Parce que je peux pas ne pas en parler, en fait. C'est le manga que j'ai lu cette année qui m'a pulvérisé le cœur, mais à un point, bordel. Ça parle d'un jeune homme qui s'enfuit de sa ville avec un autre homme qui tombe amoureux et il y a toute une histoire, bon, sans trop spoiler, de meurtre, de cavale, d'amour, de sexe, de traumatisme, de religion. Là aussi, on retrouve beaucoup le thème de la religion catholique. Et la religion en général, en soi, ça pourrait s'appliquer à n'importe quelle religion. On va aussi parler de viol, de pédocriminalité. C'est très intense comme livre et je préviens déjà, il finit mal. C'est pour ça d'ailleurs que sur ma revue Goodreads, j'ai précisé ce livre, il m'a tellement brisé le cœur que j'ai hésité à le revendre. Et puis je me suis dit, peut-être garde-le quand même parce que tu l'as tellement aimé. Et aujourd'hui, je peux vous dire des mois et des mois après que je suis tellement heureux de l'avoir gardé. Je suis tellement heureux parce que je suis même pas sûr de le revendre, de le relire, pardon. Mais il est tellement beau qu'il mérite sa place dans ma bibliothèque.
Il mérite sa place dans votre bibliothèque. En plus, la couverture, elle est magnifique, quoi. Regardez. Ouais, c'est magnifique. La couverture est magnifique, mais l'histoire l'est encore plus. Ça finit mal. C'est tragique. C'est beau. C'est intense. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et c'est excessivement triste aussi. Au final, sur les 3 livres que je vous ai présentés, il y en a aucun qui parle de sujets très heureux, mais je pense que venant de moi, c'est pas très étonnant. Je vous les conseille vivement. J'espère vraiment que j'ai su vous donner envie d'en lire au moins un des 3, enfin un des 4 du coup, parce que évidemment il y a Home Far Away qui compte. Donc ouais, de tous les livres que je vous ai cités, il y en a aucun qui est vraiment très heureux. Il y en a qui finissent bien quand même. Enfin, finissent bien. C'est subjectif. Mais voilà, je suis très heureux de vous avoir partagé ça. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes, passez un très bon nouvel an, soyez heureux et que 2026 ne vous apporte que du bonheur et que ce soit une année épanouissante, joyeuse et qui vous apportera plein de choses. Voilà, et je l'espère pour moi aussi parce que j'ai assez souffert comme ça. Bisous!